Bonjour à tous, merci pour votre participation à ce webinaire qui va traiter donc de la copropriété des droits de propriété intellectuelle. Copropriété qui se présente, comme nous le verrons dans la plupart des cas, lorsqu'il est question d'une œuvre ou d'une invention créée à plusieurs dans le cadre d'une collaboration. Mais il peut y avoir également d'autres cas dans lesquels une copropriété peut naître. Alors, pour l'occasion, nous avons évidemment fait nous-mêmes une œuvre de collaboration, Sophie Lance et moi-même. Scandale, je me rends compte, Sophie, que nous n'avons pas réglé la copropriété de nos droits sur cette présentation, alors même que nous n'allons pas cesser d'attirer l'attention des participants sur l'importance, précisément, de régler contractuellement les droits des copropriétaires dans le cadre d'une œuvre de collaboration, d'une invention de collaboration. Comment allons-nous procéder? Nous allons tout d'abord vous rappeler deux grands concepts que vous êtes, je suppose, censés bien connaître. Les droits de propriété intellectuelle d'une part, la copropriété d'autre part, de quoi parle-t-on? Ensuite, nous vous exposerons les principes juridiques qui régissent la copropriété spécifiquement en matière de propriété intellectuelle. Dans un troisième temps, nous passerons en revue les dispositions juridiques et les principes qui se trouvent à s'appliquer en la matière en l'absence de convention entre les différents copropriétaires, tous les problèmes qui résultent précisément ou qui sont susceptibles de résulter de l'absence de contrat en pareil cas. Et enfin, nous exposerons, nous attirons une nouvelle fois votre attention sur l'importance de régler la question des droits intellectuels détenus en copropriété par le biais d'un contrat, en précisant les points sur lesquels il est important de se concentrer lorsqu'on rédige un contrat de copropriété en matière de propriété intellectuelle. Alors tout d'abord, les droits intellectuels, vous savez, je suppose, de quoi nous allons parler. Nous allons parler d'une part de droits de propriété littéraire et artistique, typiquement le droit d'auteur, qui concerne les œuvres originales, création de l'esprit. Nous allons parler également de brevets, qui portent sur des inventions brevetables, inventions nouvelles et inventives, qui sont des solutions techniques à des problèmes techniques. Nous allons parler de marques, qui sont des signes distinctifs de l'origine commerciale de produits ou services. Qui concernent l'apparence ou les droits sur l'apparence bidimensionnelle, on parle dans ce cas d'un dessin industriel, ou l'apparence tridimensionnelle, on parle dans ce cas d'un modèle industriel sur des produits industriels. Nous n'allons pas passer en revue les régimes qui s'appliquent à tous les types de droits intellectuels. Vous n'entendrez pas parler, dans le cadre de cette présentation, des obtentions végétales ou des certificats complémentaires de protection. Nous avons dû nous concentrer sur les droits intellectuels les plus importants, qui seront le droit des brevets, le droit d'auteur et le droit des marques dans une moindre mesure, puisque vous verrez que le régime applicable en matière de marque est un peu plus simple qu'en matière de brevet ou de droit d'auteur. Voilà pour les droits intellectuels. Maintenant, qu'est-ce que la copropriété? Vous avez, à tout le moins, je présume, une vague idée de ce qu'est la copropriété. La copropriété, c'est évidemment le fait de détenir à plusieurs la propriété d'une chose ou d'un droit. En l'occurrence, nous allons parler donc du fait de détenir à plusieurs la propriété de droits intellectuels. On parle dans ce cas-là, lorsqu'il est question d'une copropriété, d'une indivision. Les copropriétaires, comme on les appelle, détiennent des droits sur une chose détenue en indivision. On les appelle parfois également cotitulaires. Et vous verrez que ces cotitulaires ont une série de prérogatives qui résultent de la loi et qui sont parfois un petit peu, peu claires lorsqu'il n'y a pas de contrat entre les copropriétaires. La copropriété peut trouver sa source dans plusieurs dispositions ou plusieurs régimes juridiques. Elle peut naître tout d'abord de la loi. Ce sera le cas lorsqu'il est question de copropriété fortuite ou ordinaire, comme on l'appelle. C'est la copropriété qui résulte tout simplement de l'application d'une disposition légale. Il y a également des copropriétés qui résultent d'une collaboration volontaire entre les parties ou d'une convention, d'un contrat entre les parties, dans ce cas de copropriété volontaire. Et ensuite, dans le cas de la copropriété
dans le sens où on l'entend de manière générale sur une chose matérielle, à tout le moins. Il peut également y avoir des cas de copropriété forcée. On pense par exemple au commun d'un immeuble, une cage d'escalier, un ascenseur, qui peuvent faire partie d'une copropriété qui résulte en fait des circonstances et des fonctionnalités de la chose matérielle elle-même, et qui est destinée à perdurer indépendamment de la volonté des parties ou de la loi. Alors, la copropriété des droits intellectuels, est-ce que c'est possible? Ben oui, bien entendu, vous pouvez détenir des droits de propriété à plusieurs sur des droits intellectuels. C'est une situation qui d'ailleurs se retrouve et se présente assez souvent, qui donne lieu, lorsque les parties n'ont pas prévu de contrat, dans la pratique, à certains problèmes juridiques. Nous en avons fait l'expérience à plusieurs reprises dans notre pratique, d'où l'importance, et vous le verrez, de régir la problématique de la copropriété par le biais d'un contrat. Alors, les droits intellectuels peuvent faire l'objet d'une copropriété. Pour qu'il soit question d'une copropriété, il faut bien entendu que plusieurs personnes, physiques ou morales, une personne morale étant une entreprise, détiennent sur la même chose, hein, le même droit, le même titre de protection, des droits communs. La situation doit donc être distinguée, vous le verrez, d'autres cas de figure dans lesquels plusieurs personnes détiennent des droits sur des titres de protection qui sont distincts, qui ne sont pas les mêmes, strictement parlé. Un exemple type de copropriété, c'est lorsque plusieurs personnes déposent conjointement une marque Benelux, une marque couvrant un seul et même territoire, sur le même signe et à l'égard des mêmes produits et services. Ils sont à ce moment-là copropriétaires. En matière de droit intellectuel, il y a principalement deux sources qui peuvent donner lieu à une situation de copropriété. D'une part, la volonté des parties. Ce sera typiquement le cas lorsque les parties décident de leur plein gré de collaborer à la création d'une invention ou d'une œuvre. Il y aura alors copropriété volontaire. Il en ira de même lorsque plusieurs personnes décident de déposer conjointement un droit intellectuel, de le faire enregistrer à leur nom collectif, donc que ce soit, comme je le disais, pour une marque déposée par plusieurs titulaires, ou un brevet enregistré ou octroyé au nom de plusieurs titulaires. Ça donnera lieu à une situation de copropriété volontaire. Toute collaboration, évidemment, ne donne pas nécessairement lieu à des droits à une copropriété. Hein. Encore faut-il que la collaboration implique dans le chef des différents copropriétaires une contribution originale lorsqu'il s'agit de droits d'auteur ou une contribution substantielle, une contribution créative et intellectuelle substantielle en droit des brevets. Lorsque quelqu'un se contente de fournir une assistance purement logistique ou technique, ça ne fait pas de lui nécessairement un copropriétaire. Il n'en ira autrement que lorsque sa contribution est vraiment originale ou créative et intellectuelle et substantielle lorsqu'on parle de brevets. Ensuite, la copropriété peut naître de la loi. Ce sera le cas typiquement lorsqu'un propriétaire d'un droit intellectuel décède et ses légataires à titre universel, en l'absence de dispositions testamentaires, vont hériter conjointement de ce droit intellectuel. Ils vont, par l'effet de la loi, dans ce cas, devenir copropriétaires des droits intellectuels sur le titre en question. Alors, en matière de droit d'auteur, la situation se présente typiquement lorsqu'on est en présence d'une œuvre de collaboration, donc une œuvre à la réalisation de laquelle plusieurs personnes ont contribué collectivement. On parle, en matière de droit d'auteur, d'œuvres divisibles ou indivisibles, selon qu'il est possible ou pas de distinguer la contribution de chacun des co-auteurs. Lorsque les co-auteurs contribuent à un ouvrage mais rédigent chacun séparément, par exemple, un chapitre différent de cet ouvrage, on parle alors d'une œuvre divisible. Il est possible d'attribuer séparément la contribution de chaque co-auteur en fonction du chapitre qu'il a rédigé ou pas. À l'inverse, lorsque l'ensemble des co-auteurs contribuent de manière collective à l'œuvre dans son entièreté, sans qu'il soit possible de distinguer dans le produit final, dans l'œuvre finale, la contribution de chacun, on parlera d'une œuvre indivise ou indivisible.
Voilà le cas emblématique de copropriété en matière de droit d'auteur. Il y a des cas dans lesquels on pourrait penser qu'il pourrait être question de copropriété, mais il n'en est rien. C'est le cas, par exemple, d'une œuvre créée en exécution d'un contrat de travail ou en exécution d'une commande. Vous pourriez penser que dans ce cas-là, celui qui a passé commande et celui qui réalise la commande, ou l'employé et l'employeur deviendraient copropriétaires des droits sur l'œuvre ou l'invention réalisée. Il n'en est rien, en principe, en droit d'auteur en tout cas. Il n'y aura copropriété que si l'employeur et l'employé ont chacun réalisé une contribution originale. Si seul l'employé a réalisé une contribution originale, ce sera lui qui sera en principe détenteur des droits d'auteur, parce qu'il n'y a pas de réelle œuvre de collaboration dans ce cas-là. Il n'y a pas non plus, en principe, copropriété dans le cas de ce qu'on appelle une œuvre composite ou une œuvre dérivée, c'est-à-dire une œuvre qui est dérivée d'une œuvre préexistante. On parle par exemple d'une adaptation, d'un arrangement, d'une transformation ou d'une modification d'une œuvre préexistante par un autre auteur. Imaginez que quelqu'un réalise une adaptation en pièce de théâtre d'un film ou d'un roman. Il pourra détenir à ce titre, en raison de l'adaptation qu'il a réalisée, certains droits d'auteur sur cette adaptation. Ça ne fait évidemment pas de lui un copropriétaire de l'œuvre originaire. L'œuvre de laquelle son œuvre est dérivée, il ne devient pas du même coup copropriétaire de cette œuvre. Bien sûr, pour pouvoir exploiter son œuvre propre, son adaptation, il devra en principe également obtenir le consentement de l'auteur de l'œuvre originaire. Il n'y aura pas non plus normalement copropriété dans le cas d'une création indépendante. Ce qu'on appelle une création indépendante en droit d'auteur, c'est quoi? C'est la situation dans laquelle deux auteurs développent en fait indépendamment l'un de l'autre et, je dirais presque de manière fortuite, une œuvre identique ou similaire, c'est-à-dire sans qu'il y ait le moindre plagiat de l'un des auteurs par rapport à l'autre. Il se trouve que, de manière tout à fait fortuite, les deux auteurs ont, sans le savoir, développé une œuvre identique ou similaire. Dans ce cas-là, ils ne seront pas copropriétaires des droits, ils seront chacun propriétaires à titre exclusif de droits d'auteur sur leur œuvre respective. En matière de brevet, la situation la plus caractéristique est à nouveau celle dans laquelle une invention est réalisée de manière conjointe. Lorsque l'invention a fait l'objet d'une demande de brevet et que les deux inventeurs sont mentionnés non seulement comme étant les inventeurs au sens moral du terme, on leur reconnaît leur nom est mentionné comme inventeur dans la réalisation de l'invention, mais le brevet est sollicité en leur nom propre également, au nom de l'ensemble des inventeurs. Dans ce cas-là, il y aura également copropriété des droits qui résultent du brevet. Lorsque l'invention a été réalisée à plusieurs et que l'un d'eux prend l'initiative de demander un brevet à son nom exclusif, l'autre co-inventeur pourra faire ce qu'on appelle une action en revendication pour faire reconnaître qu'il est co-inventeur et qu'il doit donc être copropriétaire des droits qui résultent du brevet. Donc le simple fait que quelqu'un ait déposé ou revendiqué un brevet, demandé un brevet à son nom exclusif, ne veut pas encore nécessairement dire qu'il restera de ce fait propriétaire exclusif des droits. S'il s'avère qu'un tiers peut démontrer qu'il a contribué à la création de l'invention, dans ce cas-là, bien entendu, il pourra se revendiquer copropriétaire des droits sur le brevet. Cette situation de copropriété doit à nouveau être distinguée de plusieurs scénarios dans lesquels il n'est pas question de copropriété. Ce sera d'abord le cas dans lequel deux personnes différentes déposent successivement ou parallèlement une demande de brevet portant sur la même invention. Dans ce cas-là, le brevet qui aura été déposé en second lieu pourra, dans certains cas, être contesté. Sa validité pourra, le cas échéant, être mise en cause, mais les deux déposants, les deux demandeurs du brevet ne deviendront pas copropriétaires des droits qui pourraient résulter de ces demandes de brevet. De même, lorsque l'invention a été réalisée en exécution d'un contrat de travail ou d'un contrat de commande, il n'y aura pas, en principe, de copropriété dans le chef de l'employé et de l'employeur d'une part, ou dans le chef du commanditaire d'autre part, et de celui qui a réalisé l'invention.
Dans ce cas-là, le régime juridique qui devra être appliqué est celui qui est prévu par la loi ou par la jurisprudence en matière de brevets, principalement en Belgique, pour déterminer qui est le propriétaire exclusif de l'invention. Mais il n'y aura pas de copropriété en principe. Pas de copropriété non plus lorsqu'il est question de ce qu'on appelle un brevet dépendant. Qu'est-ce que c'est qu'un brevet dépendant? Eh bien, c'est un brevet, un peu comme pour l'œuvre dérivée en droit d'auteur, c'est un brevet qui porte sur une invention qui est dérivée ou qui prolonge ou perfectionne une invention préexistante. On parle typiquement de brevet de perfectionnement dans le cas où, justement, une invention antérieure a fait l'objet d'amélioration ou de perfectionnement par un tiers. Ce tiers pourra lui-même, si les perfectionnements sont suffisamment inventifs, réclamer des droits exclusifs sur ce perfectionnement, sur cette amélioration. Ça ne fera pas de lui, bien entendu, un copropriétaire de l'invention originaire. Néanmoins, bien entendu, il ne pourra pas exploiter ou octroyer des licences sur son perfectionnement et sur le brevet qu'il a obtenu sur cette amélioration, sans obtenir également l'autorisation au préalable d'exploiter le brevet sur l'invention première. Il devra donc obtenir, le cas échéant, une licence du propriétaire du brevet antérieur. Mais il n'y aura pas de situation de copropriété. Une invention indépendante, à nouveau, lorsque deux inventeurs procèdent à une invention indépendamment l'un de l'autre et déposent successivement une demande de brevet. En principe, ça ne fera pas d'eux, évidemment, des copropriétaires. Ils pourront, le cas échéant, s'opposer, enfin, le demandeur du brevet qui aura été déposé en premier lieu pourra, le cas échéant, prétendre que la seconde demande de brevet doit être rejetée ou que le brevet qui serait octroyé dans la foulée devrait être invalidé, faute de nouveauté, dès lors qu'il avait déjà lui-même déposé un brevet qui avait été rendu public suite à la publication de la demande antérieurement. Celui qui a déposé une demande de brevet sur une invention qu'il a développée de manière totalement indépendante, avant qu'un tiers dépose une demande de brevet sur une même invention, pourra, le cas échéant, revendiquer ce qu'on appelle un droit d'utilisation personnelle antérieure. Il pourra continuer à utiliser son invention, nonobstant l'existence d'un brevet octroyé à un tiers postérieurement, mais ça ne créera pas de situation de copropriété entre les différents inventeurs. Copropriété de droit de marque, eh bien, j'ai donné l'exemple qui est très caractéristique dans lequel plusieurs personnes, physiques ou morales, déposent conjointement une marque. Il s'agit bien ici d'une même marque portant sur un même territoire, un même signe, des mêmes produits ou services. Dans ce cas-là, il y aura copropriété de cette marque. La situation doit évidemment à nouveau être distinguée de celle dans laquelle plusieurs personnes déposent parallèlement, respectivement une marque Benelux par exemple et une marque française portant sur les mêmes signes, les mêmes produits et services. Dans ce cas-là, on a deux titres de protection différents. Chacun serait propriétaire de sa marque, mais il n'y aura pas de copropriété au sens juridique du terme. De même, si Monsieur A dépose une marque portant sur le Benelux et sur des produits et services en classe 32, et puis que M. B dépose la même marque au Benelux également sur des produits de la classe 33, ça ne créera pas de situation de copropriété. Chacun sera propriétaire exclusif de son enregistrement, respectivement en classe 32 et en classe 33. Il faut être attentif au fait que lorsqu'il y a situation de copropriété, c'est-à-dire lorsque plusieurs personnes ont procédé à l'enregistrement conjointement d'une même marque, à ce moment-là, il faudra veiller évidemment à ce que l'usage qui sera fait par chacun des copropriétaires de la marque ne soit pas de nature à porter préjudice au caractère distinctif de cette marque. Il n'y a pas non plus de situation de copropriété lorsque un propriétaire exclusif octroie une licence à un tiers, ça tombe sous le sens. Dans ce cas-là, il y a un droit d'utilisation qui est consenti sur le droit intellectuel. Le détenteur de la licence ne devient bien entendu pas copropriétaire. Il n'y a pas non plus de copropriété lorsque le propriétaire d'une marque, par exemple, décide de procéder à ce qu'on appelle une cession partielle de son enregistrement. Il décide, par exemple, de céder à un tiers les droits à la marque sur certains produits ou services qui étaient visés dans l'enregistrement. Dans ce cas-là, on va se retrouver avec
une scission de l'enregistrement, chacun ayant des droits exclusifs pour certains produits ou services différents. Il n'y a pas de copropriété non plus dans ce cas-là. Pas de copropriété non plus, contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans le cas d'une marque collective. Une marque collective est généralement enregistrée, et donc les droits sont détenus par une seule et même personne physique ou morale, mais les tiers sont habilités, lorsqu'ils respectent le règlement d'usage, à utiliser la marque. Ça ne fait pas d'eux des copropriétaires de la marque collective. Et enfin, lorsqu'il y a plusieurs dépôts subséquents ou parallèles qui sont faits pour une marque, un brevet, un dessin ou modèle, ou quoi que ce soit d'autre, par des personnes différentes, j'en ai déjà donné quelques exemples au préalable, il n'y a pas non plus de copropriété. Alors, quels sont les principes qui régissent la copropriété des droits intellectuels? Quels sont les principes juridiques et où les retrouve-t-on essentiellement? Vous verrez que la situation est particulièrement complexe et c'est la raison pour laquelle nous n'arrêterons pas d'insister sur l'importance de régler la copropriété lorsqu'il en est question par le biais d'un contrat. En effet, en l'absence de contrat, qu'en est-il? Bon, tout d'abord, sachez qu'il n'y a pas de régime spécifique uniforme qui règle la question de la copropriété des droits intellectuels. Vous ne trouverez pas un texte législatif ou réglementaire, quel qu'il soit, qui traite d'une manière générale de la copropriété des droits intellectuels. Ça n'existe pas. Pire, il n'y a même pas de régime uniforme pour chacun des droits intellectuels séparément qui traite de la question de la copropriété sous tous ses aspects. Vous trouverez certaines dispositions qui traitent de certains aspects de la copropriété de brevets dans les législations, les dispositions juridiques relatives aux brevets, certaines dispositions juridiques qui parlent de certains autres aspects de la copropriété en droit d'auteur dans des dispositions spécifiques relatives aux droits d'auteur, mais vous ne trouverez pas pour chaque droit intellectuel un chapitre qui traite de tous les aspects de la copropriété. Ce qui fait que les sources juridiques applicables dont il faut tenir compte lorsqu'on doit déterminer les droits et les prérogatives des copropriétaires en droit intellectuel, elles sont multiples. Il y a d'abord le contrat, et c'est évidemment ce que nous vous recommandons de faire, c'est de conclure un contrat qui régit les droits des copropriétaires, puisque ce contrat prévaudra alors en principe, très souvent, sur toutes les autres sources qui règlent la copropriété. En l'absence de contrat, situation qui malheureusement dans la pratique se présente encore beaucoup trop souvent, qu'en est-il? Ou lorsque le contrat ne régit que certains aspects de la copropriété, mais pas tous les aspects. Dans ce cas-là, il faudra bien suppléer à l'absence de contrat en ayant égard aux dispositions législatives spéciales, au lex specialis, qui est spécifique aux droits de propriété intellectuelle concernés, comme je le disais, pour certaines matières, certaines questions qui ont trait à la copropriété, et pour certains droits de propriété intellectuelle, pas tous, vous avez des dispositions qui régissent la copropriété. Lorsque les législations spéciales ne règlent pas la copropriété du tout ou ne règle pas tous les aspects de la copropriété, alors pour régler les autres aspects, ou tous les aspects qui ne sont pas couverts par le contrat ou par la législation spéciale, il faut retomber sur le droit commun de la copropriété, l'article 577-2 du Code civil. C'est ce régime particulièrement complexe qui crée une insécurité juridique en l'absence de convention entre les parties que va maintenant vous exposer Sophie, avant que je ne reprenne le flambeau dans la dernière partie de la présentation. Bonjour tout le monde, bonjour, je viens de vous le dire. Donc je reprends le flambeau pour aborder d'une manière un petit peu plus spécifique donc, les dispositions et les principes qui seront applicables à la copropriété et droit intellectuel en absence de contrat. Donc c'est super important et d'ailleurs on va le répéter plus ou moins tous les 3 slides. En absence de contrat, parce que évidemment, quand les parties ont prévu un contrat, eh bien, si tout se passe bien, elles auront couvert toutes les situations, toutes les hypothèses possibles, et donc elles n'auront plus à aller chercher dans le droit commun ou dans les lois spéciales des dispositions pour régler leurs relations. Alors,
vous allez peut-être voir, je reviens juste en arrière sur le slide. Donc, vous voyez, j'en suis assez fière parce que c'est ma création. C'est ce petit numéro 1, 2, 3, donc, qui illustre cette cascade de régimes applicables. Eh bien, vous allez voir qu'à chaque fois, dans les slides suivants, on va reprendre, en fait, je vous le montre vite, on fait des petits allers-retours. Quand on aborde les législations spéciales, je vous rappelle toujours qu'on est dans cette deuxième, je vais dire marche. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de contrat au-dessus, donc on passe aux 2 législations spéciales. Et si la législation spéciale ne s'applique pas, à chaque fois, on passera au petit numéro 3, qui sera le droit commun. Voilà, j'espère que vous n'avez pas la nausée, parce que je vous fais voyager un petit peu vite fait. Mais donc, passons dans le vif du sujet. Donc, c'est quoi ces dispositions et principes applicables? Alors d'abord, on va brièvement examiner donc, les quotes-parts respectives des copropriétaires en l'absence du contrat, parce que c'est quand même important qu'on a la chose commune, mais par définition, chacun des copropriétaires ne possède pas le tout. Chacun des copropriétaires ne possède qu'une partie dans le tout que forme cette chose commune. Et cette partie, eh bien, ça s'appelle une quote-part. Et donc, on a illustré, il n'y avait pas meilleure illustration que ce petit fromage, le célèbre petit fromage du Trivial Poursuite, où on a le fromage en tant que tel, c'est la chose commune, donc qui représente ce droit intellectuel qui est détenu en copropriété, qu'on considère dans son ensemble, et les petits bouts de fromage, les petits quartiers de fromage, eh bien, ce sont les quotes-parts que détiennent chacun des copropriétaires dans cette globalité. Alors, en principe, s'il y a une convention, les parties prendront soin, et on y reviendra, donc de déterminer leur quote-part, mais si elles n'ont pas déterminé leur quote-part, eh bien, celles-ci seront présumées égales. En l'occurrence, Olivier donc, vous a souligné qu'on avait fait une œuvre de collaboration avec cette présentation, et croyez-moi, si on avait fait une convention, j'aurais revendiqué beaucoup plus de petits quartiers de fromage que lui, car j'ai beaucoup travaillé sur la présentation au niveau visuel. Hein. Sur le reste, c'était du 50-50. Voilà, c'est dit. Donc, tiens-toi prêt, Olivier, pour la négociation. Alors, aussi un autre petit mot donc, sur les quotes-parts, c'est que, en principe, chaque copropriétaire peut librement disposer, et ici le mot disposer doit vraiment s'entendre au sens le plus large possible du terme, de sa quote-part sans l'accord des autres copropriétaires. Donc ça veut dire qu'a priori, chaque copropriétaire va pouvoir céder sa quote-part, octroyer une licence sur sa quote-part, mettre sa quote-part en gage, etc. Toujours évidemment du moment, et ça vous allez voir c'est aussi quelque chose sur lequel on va taper comme sur un clou, il peut faire ce qu'il veut avec sa quote-part du moment évidemment que ça ne porte pas atteinte à la chose commune et ou au droit pour les autres d'en faire de même, et ça c'est l'application du célèbre principe que la liberté de l'un s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Et par contre, justement, pour la chose commune, vous vous en douterez, donc si pour la quote-part, chacun est plus ou moins libre de faire ce qu'il veut, pour la chose commune, on devra toujours se poser la question, est-ce que, en fonction de l'acte considéré, un copropriétaire peut agir seul, parce que ça ne porterait pas atteinte à la chose commune ou aux droits des autres, ou est-ce que, justement, compte tenu de l'acte considéré, le copropriétaire devrait nécessairement agir avec l'accord de ses compagnons de route, de ses autres copropriétaires. Donc c'est la question qu'on va se poser. Et alors dans les slides suivants, vous allez voir que généralement, à chaque fois en fait, on aborde en principe que la situation, le droit pour la chose commune. Donc le droit d'exploiter la chose commune, le droit d'octroyer une licence sur la chose commune, parce que c'est là où se pose justement la question de qu'est-ce qu'on peut faire, et qu'en principe, on peut tout faire avec sa propre quote-part. Mais dans de rares cas où justement la quote-part sera, et le droit d'exploiter, pardon, le droit d'utiliser et de jouir de sa quote-part sera limité, eh bien là, spécifiquement, alors on le précisera. Donc si on précise rien, c'est qu'on est dans ce principe de liberté de disposition, et si on précise, c'est qu'il y a des limitations. Alors on avance. Donc les droits et les prérogatives des copropriétaires, donc on va analyser le chemin de vie naturel d'un droit intellectuel, parce qu'ici on va voir, donc ok, quand on a un droit intellectuel en copropriété, quels sont mes droits, donc qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux en retirer de ce droit intellectuel. Une fois qu'on a abordé ça, on va voir les contributions de chacun des copropriétaires, parce que dans certains cas, il va falloir payer pour obtenir un droit intellectuel, pour les droits intellectuels par exemple qui doivent faire l'objet d'un enregistrement, et puis dans certains cas il va aussi falloir payer pour maintenir son droit intellectuel, donc hop, on suit la vie. Une fois qu'on a son droit intellectuel,
qui va devoir accomplir les différents actes pour s'assurer que ce droit perdurera dans le temps, comme par exemple payer des taxes annuelles pour un brevet, puis, une fois qu'on a un droit intellectuel, qu'on a maintenu son droit intellectuel, il faut aussi s'assurer de qui va défendre ce droit intellectuel, défendre des éventuels contrefacteurs et des tiers qui pourraient y porter atteinte. Et enfin, donc on arrive à la fin du chemin de vie, on abordera les différentes dispositions et principes applicables pour savoir comment est-ce qu'on pourrait mettre fin à cette situation de copropriété sur un droit intellectuel. Mais donc, première chose, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce droit? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce droit de copropriété du droit intellectuel? Alors, on a plusieurs choses qu'on pourrait faire. On peut donc tout d'abord imaginer, et c'est ce premier slide, qu'on peut exploiter, est-ce qu'on peut exploiter personnellement la chose commune? Dans un deuxième temps, on va se poser la question de savoir est-ce qu'on peut octroyer des licences sur cette chose commune. Dans un troisième temps, on va ensuite se poser la question est-ce qu'on peut céder la chose commune? Et quand je dis est-ce qu'on, c'est à chaque fois est-ce qu'un copropriétaire seul ou tous les copropriétaires ensemble. C'est la question à chaque fois à laquelle on va répondre. Et dans un quatrième et dernier temps, on va examiner la question de savoir est-ce qu'on peut saisir et ou mettre en gage la chose commune. Alors, pour le droit d'exploitation personnelle, donc vous vous souviendrez de cette magnifique petite illustration de ces trois boulettes, 1, 2, 3, on est donc dans la deuxième marche donc, des législations spéciales. Donc, s'il n'y a pas de contrat, c'est toujours vers des législations spéciales qu'on va se tourner dans un premier temps pour voir s'il y a des dispositions spécifiques qui règlent la question de la copropriété. Et ici, eh bien, il y en a quelques-unes en matière de droit d'auteur et de droit des brevets. Donc on a, j'allais dire rarement, en fait je crois qu'on n'a quasi jamais rien en matière de droit des marques, et les rares dispositions en matière de droit des marques qui touchent un petit peu à la copropriété sont en fait toujours le reflet exact du droit commun. Donc vous allez le voir, c'est pour ça que dans les législations spéciales, on n'examine jamais en fait in fine les dispositions propres au droit des marques parce que soit elles n'existent pas, soit elles répètent ce que dit le droit commun. Donc quoi qu'il en soit, ici je m'emballe et je me perds. Pour les législations spéciales en matière de droit d'auteur, eh bien, on a donc, et Olivier vous les avez donc citées, hein, on a deux dispositions spécifiques dans le Code de droit économique qui vont distinguer selon qu'une œuvre est dite indivise ou selon qu'elle est dite divisible. Donc, vous vous souviendrez que l'œuvre indivise, c'est celle où on ne peut pas donc distinguer la contribution de chacun donc, des auteurs. Et dans ce cas-là, pour justement assurer vraiment une unicité de l'œuvre et de la propriété sur cette œuvre, le législateur a expressément prévu qu'aucun des co-auteurs ne peut isolément exploiter l'œuvre commune. Aucun. Voilà, on ne se pose même pas la question, c'est on peut faire ce qu'on veut avec sa quote-part, mais l'œuvre commune, c'est tout le monde ou personne. Si l'œuvre est divisible, en fait, c'est rigolo parce que pour finir, on n'est pas au niveau de cette règle principale. Vous allez voir le dernier petit point. Donc, si l'œuvre est divisible, c'est la même chose. Aucun des co-auteurs ne peut donc exploiter isolément l'œuvre commune. Mais il y a des spécificités aussi qui ont été précisées par le législateur propres à l'œuvre divisible. Donc, qui est cette œuvre, vous en souviendrez, dans laquelle on peut distinguer donc les contributions de chacun des co-auteurs. Eh bien, le législateur c'est aussi toujours dans un souci d'unicité de l'œuvre et de la propriété, a expressément prévu que les co-auteurs ne peuvent pas traiter de leur œuvre donc, telle qu'elle a été mise en œuvre. Hein. Donc, je ne parle pas de l'idée qu'il y a derrière l'œuvre, mais ils ne peuvent pas traiter de l'œuvre telle qu'elle a été mise en œuvre avec de nouveaux collaborateurs. Et les co-auteurs aussi n'auront le droit donc d'exploiter leurs contributions donc respectives donc eux-mêmes, donc en dehors de la chose commune, que si cette exploitation de leurs contributions respectives ne portera pas préjudice à l'œuvre commune dans son ensemble. C'est vraiment à chaque fois du cas par cas. Quand on a une BD, est-ce que le dessinateur peut exploiter ses personnages indépendamment de l'auteur des dialogues? Ce sera toujours du cas par cas et de nouveau, la Convention, ça sauvera bien des tracas à tout le monde. En matière de droit des brevets, là, on a aussi une disposition spécifique dans le Code de droit économique qui prévoit que chaque copropriétaire a le droit d'exploiter personnellement l'invention brevetée et d'en tirer des bénéfices indépendamment de l'accord des autres. Donc ici, et vous allez voir, ça fait écho au droit commun, mais le législateur a expressément prévu que cette exploitation personnelle, contrairement au droit d'auteur, est possible en matière de brevet. Alors, on a examiné donc, ces législations spéciales, on tombe alors sur la dernière marche, le droit commun. Donc si on n'a rien dans le contrat, qu'on n'a rien dans la législation spéciale, droit commun. Et en droit commun, c'est donc cet article fameux 577.2, il faut évidemment toujours l'avoir sous le coude quand vous rédigez une convention de copropriété. Et cela dit, petite
Petite parenthèse, cet article ne sera en vigueur que jusqu'au 1er septembre 2021, donc de cette année. Donc on était sur la ligne pour vous en parler, parce que une loi, je ne me souviens plus de quand, de 2020, a changé le livre 3 du Code civil, donc qui est le livre donc spécifique et qui s'intitule Les biens, et dans lequel le titre 4 est consacré à la copropriété. Et donc c'est ce nouveau livre et donc ce nouveau titre pour la copropriété qui rentrera en vigueur en septembre. Mais vous le verrez, si vous preniez la peine de comparer les dispositions, il y a très peu en fait de modifications. C'est vraiment plus une restructuration et une clarification pour que les choses soient un petit peu plus claires. Mais donc les principes qu'on vous donne seront pour 99% encore les mêmes quand la nouvelle loi rentrera en vigueur. Voilà, parenthèse fermée. Donc chaque copropriétaire peut exploiter personnellement et librement la chose commune, mais toujours conformément à sa désignation et dans la mesure compatible avec le droit des autres. Donc c'est toujours cet adage. La liberté de l'un s'arrête où la liberté des autres commence. Donc, si on porte atteinte, évidemment, marche arrière, on ne peut pas exploiter tout seul la chose commune. Et chaque propriétaire pourra également donc accomplir seul des actes dits conservatoires et ou des actes d'administration provisoire, et qui, si on doit résumer très schématiquement, ce sont donc des actes qui tendent à garantir l'existence et ou à préserver, à protéger la chose commune. Et donc, par définition, ces actes, en principe, vont bénéficier à la chose commune et donc devraient bénéficier à tous les copropriétaires. Et c'est pour ça qu'on considère que là, les copropriétaires, même seuls, pourraient accomplir de tels actes. Alors, quid quand on a un acte d'exploitation personnelle et qui rapporte de l'argent, hein, c'est toujours bien si ça rapporte un peu d'argent, est-ce qu'on doit payer une partie de cet argent, enfin reverser ou faire bénéficier, faire partager aux autres copropriétaires? La loi ne prévoit rien à cet égard, donc quand on est dans l'exploitation personnelle. Et dans le silence de la loi, il y a une distinction. Donc quand on est dans une copropriété d'une chose corporelle, là, il y a un arrêt de la Cour de cassation qui prévoit effectivement qu'il devrait y avoir une répartition donc, des revenus issus de l'exploitation en des copropriétaires. Mais ici, le droit intellectuel, qui est l'objet même de notre présentation, c'est une chose par définition incorporelle et a priori, selon en tout cas la jurisprudence et la doctrine majoritaire, il n'y a pas d'obligation de répartition des revenus qu'on aurait pu obtenir dans le cadre de cette exploitation personnelle. Alors, au niveau de deuxième droit et prérogative, donc c'est l'octroi de licence. Pour le droit d'auteur, il n'y a pas de disposition spécifique en fait à l'octroi de licence, mais en fait ce sont les mêmes parce que c'est une disposition assez générale dans sa spécificité. Donc on retombe sur ce que je viens de vous dire pour les droits d'exploitation personnelle, où il y a une petite distinction selon que l'œuvre est divise ou indivisible. Et au niveau du droit des brevets, alors là, ça vaut le coup de le noter. Rappelez-vous, pour l'exploitation personnelle, le législateur a expressément prévu qu'il y avait un droit pour chacun donc d'exploiter personnellement donc la chose commune. Et ici, quand on parle d'un octroi de licence, au contraire, le législateur a expressément prévu que l'accord de tous les copropriétaires sera nécessaire, sans quoi il faudra aller devant les tribunaux. On retombe sur le droit commun si les autres marches de l'escalier ne nous ont apporté aucune information. Et le droit commun prévoit qu'il faut l'accord de tous les copropriétaires pour octroyer une licence, car il s'agit d'un droit dont on viendrait gréver la chose commune, et que lorsqu'on grève un droit réel, la chose commune d'un droit réel, potentiellement cela touche à la situation donc, des autres copropriétaires. Potentiellement, cela pourrait leur nuire d'une manière ou d'une autre, et donc il faudrait leur accord à tous. Et ici, lorsque des redevances, donc lorsqu'il y a octroi d'une licence contre paiement de redevances, eh bien, le principe, c'est qu'il faudra en principe répartir les redevances payées à un copropriétaire entre tous les copropriétaires en proportion de leur quote-part respective, et à défaut de détermination, eh bien, ce sera à parts égales. Vous vous en souvenez, je viens de vous le dire il y a quelques slides de cela. Alors, troisième droit et prérogative, la cession. Alors, en législation spéciale, de nouveau, pas de surprise, droit d'auteur, droit des brevets, rappel pour certains et petite
Attention pour ceux qui ne le seraient pas encore, les droits moraux, parce que le droit d'auteur se compose de droits patrimoniaux et de droits moraux, les droits moraux sont inaliénables, donc on ne pourra jamais les céder, mais par contre, petite parenthèse, on pourra moduler éventuellement l'exercice des droits moraux, mais par contre le droit moral en tant que tel restera attaché à la personne de chaque co-auteur. Pour les droits patrimoniaux, on attend le droit commun. Au niveau du droit des brevets, il y a, vous voyez ici, une petite précision sur les codes-parts. Hein, je vous avais dit, il y a le principe, et quand il y a un point spécifique, là j'en parlerai. Et bien ici, il y a un point spécifique qui prévoit que chaque co-titulaire d'un brevet pourrait céder sa cote-part, même sans l'accord des autres. Mais par contre, le législateur, dans un souci d'unicité de propriété du brevet, a donc prévu un droit de préemption au profit des autres copropriétaires, droit qui peut être exercé dans un délai de 3 mois à compter du jour où le copropriétaire cédant leur a fait part de sa volonté de céder sa quote-part. Et s'ils ne sont pas d'accord et que les autres copropriétaires veulent absolument récupérer et pouvoir exercer ce droit de préemption, il faudra aller devant les tribunaux. Ça nous fera du travail en plus. Alors, on retombe sur le droit commun si les marches d'avant ne nous apportent aucune information. Et qu'est-ce que dit le droit commun? Ça fait l'écho à la licence. Céder un droit par définition, c'est quand même important. Et céder la chose commune par un seul des copropriétaires, ça me semble largement dépasser le cadre d'un acte conservatoire et ou d'administration provisoire. On est très très clairement dans un acte de disposition qui nécessite toujours l'accord de tous les copropriétaires. Si on n'est pas d'accord, tribunal. Et le prix de la cession, comme c'est le cas pour les redevances qui seraient touchées dans le cadre d'une licence, devra a priori être réparti entre les différents copropriétaires en proportion de leur quote-part respective dans le droit. Alors ici, donc, dernier droit et prérogative qu'on examine. Au niveau des législations spéciales, c'est le néant. J'espère que tout le monde a compris cette magnifique allusion, cette magnifique image. Et donc, il n'y a pas de disposition spécifique qui règle cette question de saisie et de mise en gage, ni pour le droit d'auteur, ni pour le droit de brevet, et pas pour le droit de marque non plus, ni pour les autres. Et alors, on retombe tout de suite sur le droit commun. Et donc ici, on va voir, j'ai distingué les dispositions propres à la chose commune et les dispositions pour la quote-part, parce qu'on a des spécificités ici pour les quote-part, cette fois-ci. Alors, pour la chose commune, en principe, enfin, pas en principe, non, il faut l'accord de tous les copropriétaires. J'attire votre attention, avec le petit attention, que le droit d'auteur en copropriété ne peut en principe, et donc quand je mets en principe, c'est parce que c'est la jurisprudence et la doctrine majoritaire ici qui ont pris position, mais ce n'est pas légalement consacré, mais donc en principe, le droit d'auteur ne pourra pas faire l'objet ni d'une saisie, ni être mis en gage donc, au niveau de la chose commune. Donc ça, en principe, on l'oublie. Si les gens ne sont pas d'accord, tribunal. Et alors, on retombe sur cette petite spécificité donc, pour la quote-part de chaque copropriétaire. A priori, donc, mise en gage est possible sans l'accord des autres copropriétaires. Donc, chacun peut mettre en gage sa propre quote-part. Et alors, pour les saisies, c'est un créancier ne pourra saisir. Ça paraît évidemment assez logique, mais voilà. On le note on essaie quand même d'être complet. Le créancier ne pourra saisir évidemment que la quote-part de son propre débiteur et donc du copropriétaire débiteur. Il ne va pas pouvoir aller toucher aux quote-part des autres copropriétaires qui ne lui doivent rien. Une fois que la quote-part, donc le petit quartier de fromage d'un des copropriétaires a été saisi, eh bien, en principe, il ne peut plus en disposer. Par contre, il pourra toujours en jouir. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, il loue sa partie ou qu'il tire un revenu de sa petite quote-part, eh bien, il pourra garder ses revenus qui sont issus de cette, par exemple, location ou de cette licence ou je ne sais quoi. Et parce que pour que le créancier puisse toucher aux revenus, il devra pratiquer, outre cette première saisie, une saisie arrêt spécifique entre les mains des tiers débiteurs. Voilà, comme ça vous savez tout, enfin presque. Alors, on passe donc après les droits et prérogatives. Donc, on suit donc la vie du droit intellectuel, les contributions aux charges. Donc, dans la législation spéciale, c'est le néant, pas de disposition spécifique. Et alors, on retombe directement sur le droit commun. C'est assez simple.
Le droit commun prévoit tout simplement que chaque copropriétaire devra contribuer aux dépenses utiles à la conservation et à l'entretien, ainsi qu'aux frais d'administration, etc., etc. Donc, en matière, par exemple, de droit intellectuel, pour enregistrer une marque, pour enregistrer un brevet, je ne vous parle pas de modèles, etc., vu qu'on avait ciblé que quelques droits intellectuels, il faut payer un droit d'enregistrement, et donc ça fera partie de ce à quoi l'ensemble des copropriétaires devront contribuer. Et puis après, pour maintenir un droit en vigueur, dans certains cas comme le brevet, il y a des taxes qui doivent être payées. Bien là aussi, ça fait partie de ces charges auxquelles chaque copropriétaire devra contribuer. Cette contribution, sans surprise, et sauf si une convention prévoit autrement, devra être faite en proportion de la part de chacun dans la chose commune. Et enfin, donc, dans le meilleur des cas, évidemment, tout le monde paierait toujours ensemble, ce serait formidable, et à une date, hop, chacun paierait sa petite quote-part, mais dans le monde dans lequel on vit, ça se passe généralement pas comme ça. Donc souvent, il y a un copropriétaire, soit parce que c'est prévu, soit parce qu'il est plus diligent que ses petits compagnons, qui va effectuer cette dépense utile pour conserver ou pour entretenir la chose commune. Eh bien, ce copropriétaire pourra, bien évidemment, en vertu de ce principe de contribution commune de l'ensemble des copropriétaires, réclamer donc le remboursement de ce qui se l'a payé et ou réclamer une compensation pour la plus-value que sa démarche aura permis aux autres d'obtenir sur leur lot, et donc bénéficier, donc rembourser ou bénéficier d'une compensation, et évidemment proportionnellement à sa quote-part. Donc il ne va pas pouvoir demander plus que ce qui correspond à sa part, non pas dans le gâteau, mais dans le fromage. Alors, une fois qu'on a donc cette contribution aux charges, on passe à la next step. Donc c'est, on a un droit, mais qui va s'assurer que ce droit est bien maintenu en vigueur et qu'il perdurera pendant toute sa durée, parce que vous le savez, là je pense à mon avis tous, qu'un droit intellectuel n'offre des droits exclusifs que pour une durée déterminée. Donc qui va devoir faire les choses, si certaines actions doivent être accomplies, qui va s'en charger. Les législations spéciales ne prévoient aucune disposition spécifique propre à la copropriété, hein, on s'entend bien. Donc on retombe sur le droit commun, et le droit commun prévoit à chaque fois. Il n'y a pas, en fait, je me rends compte que mon slide est un petit peu brouillon. Par définition, en fait, accomplir un acte qui vise à contribuer au maintien d'un droit intellectuel qui est détenu en copropriété, ce sera considéré comme un acte conservatoire, un acte d'administration provisoire, parce que vous en souviendrez, ces actes sont des actes qui visent à protéger, à préserver, à maintenir, ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est un acte qui est positif pour la chose commune, et donc, dès lors que cet acte est positif pour la chose commune, en principe, il peut être accompli par un seul copropriétaire, donc tout seul, et c'est exactement comme on vient de le voir au niveau de la contribution des charges. Une fois qu'un copropriétaire a agi seul, eh bien, il pourra évidemment obtenir le remboursement à charge des autres copropriétaires. Et donc ce slide, en fait, le maintien des droits et la contribution aux charges, c'est un peu mélangé parce que l'un implique l'autre nécessairement en matière de marque et de brevet, parce que le maintien du droit pour les brevets implique une contribution aux charges, par exemple. Et le maintien d'un droit de marque dans le temps, c'est-à-dire si on veut que la marque vive plus longtemps qu'une période de protection qui est de 10 ans, et donc on veut renouveler cette période de protection, ça appellera aussi le paiement de certaines taxes, et donc là aussi, il y aura la contribution aux charges qui viennent derrière. En matière de droit d'auteur, par contre, comme il n'y a pas de formalités qui sont d'application pour obtenir ou pour bénéficier de la protection, eh bien, il n'y a pas vraiment cette notion de contribution, si peut-être, mais il n'y a pas cette notion de maintien du droit en indivision. On arrive à la fin, ne perdez pas patience, restez avec moi. Je ne vois pas si les gens partent, alors je pars du principe que tout le monde est encore derrière son écran. On me fait comme ça, donc c'est assez positif. Donc, défense du droit indivis, donc c'est l'avant-dernière section que je vais examiner avec vous. Alors, donc, on parle, quand on a un droit, on l'a enregistré ou on l'a obtenu, on l'a des tiers, on va alors se tourner vers les législations spéciales pour voir ce qui est prévu. Et là, en matière de droit d'auteur, en fait, je n'ai pas mis la disposition, mais c'est exactement les mêmes. Donc, c'est l'article 1168 et 169 du Code de droit économique qui prévoit expressément que chaque coauteur peut poursuivre en son nom et sans l'intervention des autres l'atteinte portée à la chose commune et réclamer des dommages et intérêts pour sa part.
Donc, il peut poursuivre l'atteinte à la chose commune, mais il ne pourra obtenir des dommages et intérêts que pour sa part, ce qui paraît relativement logique. Ici, ce droit d'action qui est reconnu à chaque co-auteur est indépendant du caractère divisible ou non de l'œuvre protégée. Petit conseil, enfin c'est le conseil en fait qu'on vous a donné dès qu'Olivier a ouvert la bouche, il a dit attention, les contrats c'est super important. Ici, c'est vraiment essentiel en fait de régler cette question parce que on prévoit la possibilité pour chaque co-auteur d'agir seul, mais mine de rien. Potentiellement, agir seul, c'est prendre le risque que reconventionnellement, on attaque la validité, on conteste l'originalité de l'œuvre et donc on conteste la validité entre guillemets du droit et son existence. Ils seront bien les autres copropriétaires, les autres co-auteurs, si un d'eux, devant une juridiction, s'est entendu dire que l'œuvre n'était pas originale. Les autres copropriétaires, qu'est-ce qu'ils font après? Qu'est-ce que l'autre juridiction va faire quand ces autres copropriétaires veulent agir pour protéger cette œuvre qui aurait été dite qui n'est plus originale? Donc c'est vraiment, toutes les sections sont importantes, mais là c'est vraiment essentiel de régler cette question. En matière de droit des brevets, manifestement justement conscient du problème potentiel qu'on peut rencontrer en cas d'action isolée, le législateur a expressément prévu que toute action en contrefaçon qui est fondée sur un brevet qui est en copropriété devra nécessairement avoir été ratifiée par tous les copropriétaires. Donc c'est vraiment essentiel parce que on le sait que dans le cadre d'une action en contrefaçon, on va invoquer son droit, mais le tiers contre lequel on invoque son droit, pour se défendre, va pouvoir contester la validité de ce droit et éventuellement demander, in fine, que ce droit soit annulé. Donc on arrive avec un beau brevet, tout beau, tout magnifique, mais sur lequel on détient qu'un petit quartier de fromage, et en fait on repart et on a perdu tout le fromage. Et donc il va falloir aller expliquer ça aux autres copropriétaires. Donc le législateur a expressément prévu une disposition pour éviter une telle situation. Alors ici, on a fait un petit tableau qui résume en fait super bien, je pense, la situation en droit commun et qui fait écho à ce que je viens de vous dire donc, pour le droit d'auteur et le droit des brevets. C'est que d'une manière générale, donc il n'y a pas de règles spécifiques dans l'article 577.2, mais en appliquant justement donc, ces principes de cet article qui distingue les actes conservatoires et d'administration provisoire des actes d'administration non provisoire ou des actes de disposition. Donc souvenez-vous, c'est les actes où on va essayer de protéger la chose commune, et les autres, c'est les actes qui potentiellement peuvent mettre en danger la chose commune. Eh bien, sur base de ces dispositions générales, la doctrine et la jurisprudence ont mis à jour cette espèce de consensus qu'une action référée a priori sera considérée comme un acte conservatoire et on pourra agir, un copropriétaire pourrait agir seul, que le dépôt d'une plainte pénale également, un copropriétaire pourrait agir seul et que pour une requête en saisie d'inscription, pareil, on pourrait agir seul. Et pourquoi? Parce que dans ces trois cas d'espèce, la partie adverse ne pourra jamais contre-attaquer la validité de votre droit, en tout cas pas dans cette procédure spécifique. C'est pour ça qu'on considère qu'un acte seul, a priori, ne serait pas nature à mettre en danger la chose commune. A contrario, quand on est dans une action en contrefaçon, je l'ai précisé pour le droit des brevets, il y a clairement un risque d'avoir une action reconventionnelle qui est introduite contre le demandeur et donc qu'on mette vraiment, qu'on menace la chose commune dans son ensemble. Et j'ai mis un point d'interrogation parce que, de nouveau, il n'y a pas de disposition spécifique, à part en droit des brevets, qui interdit l'introduction par un copropriétaire seul d'une action en contrefaçon, mais il y a une très très grosse controverse et la balance penche très certainement pour réserver l'action en contrefaçon à l'ensemble des copropriétaires. Et on arrive à la dernière section, j'ai envie qu'elle dure parce qu'après je n'ai plus le droit de parler, je dois rendre la parole à Olivier et c'est très frustrant. C'est comment est-ce qu'on met fin à la copropriété, et je vais mettre fin à ma présentation en même temps, comme quoi c'est assez bien fait quand même cette présentation. D'abord, des petites remarques. Par définition, comme on l'a, donc je l'ai souligné, des droits intellectuels ne sont valables que pour une certaine période. Donc, par définition, une fois que la durée propre au droit intellectuel considéré arrive à expiration, le droit meurt de sa belle mort, il s'éteint. Première fin possible, ok. Et la copropriété, par définition, prendra fin avec le droit en indivision. Deuxième possibilité où la copropriété va mourir de sa belle ou pas si belle mort en l'occurrence, c'est la déchéance du droit, tel que par exemple un brevet. Un brevet, on doit payer des taxes annuelles pour le maintenir en vie pendant la durée de protection qui lui est propre. Si on oublie de payer cette taxe annuelle et qu'on oublie parce que je crois qu'il y a des petits délais qui nous permettent d'arriver même si on est en retard, bref,
on a tout losé, ah ben, on est déchu de son droit. Voilà, le brevet, la copropriété qui s'y attachait meurt également. Et alors, si le droit intellectuel est déclaré nul, par exemple, dans le cas d'une action reconventionnelle, eh bien, le droit et la copropriété qui s'y attachait prend fin également. Mais à côté de ces fins qui sont liées au droit individu en tant que tel, on a également la possibilité de mettre fin à une copropriété d'un droit intellectuel par deux autres moyens. C'est éventuellement, on va voir si c'est possible, suspense, c'est par la voie de la renonciation et par la voie du partage. Alors la voie du partage, petite parenthèse, donc c'est une sortie d'indivision forcée où un des copropriétaires veut sortir, les autres ne veulent pas, pouf, il pourrait alors essayer de faire application, parce que évidemment, si tout le monde veut bien, on ne se pose même pas la question, si tout le monde est d'accord, liberté conventionnelle, blablabla. Mais si ce n'est pas le cas, donc sortie d'indivision forcée, et on vous renvoie vers l'article 815 du Code civil, qui, bien qu'il fasse partie du titre relatif aux successions dans le Code civil, il s'applique, pas de panique, à la copropriété, même si elle ne résulte pas d'une succession. Et d'ailleurs, dans la nouvelle loi, qui fait rentrer en vigueur donc ce nouveau livre 3, fameux livre 3 qui rentrera en vigueur en septembre de cette année, eh bien, il y aurait une référence directe à cette possibilité de partage dans les dispositions propres à la copropriété. Donc voilà. Et alors en principe, bon, le partage, qu'est-ce que c'est? C'est on va vendre la chose commune à un tiers et répartir le produit de la vente entre les copropriétaires. C'est assez simple. Au niveau, donc, on aborde ici renonciation et partage. Dans les législations spéciales, petit rappel, c'est les droits moraux sont inaliénables. Donc, on ne peut y renoncer et ou en principe les partager. Donc, on ne peut pas s'en défaire. Donc, on peut de nouveau moduler l'exercice du droit, mais pas le droit. Voilà. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous l'a pas répété. Et puis, au niveau du droit de brevet, on peut renoncer, donc c'est la renonciation à la chose commune, il faut l'accord de tous, c'est explicitement prévu. Et au niveau de la quote-part, le législateur prévoit également qu'il y a une possibilité d'abandonner sa quote-part au profit des autres, et la quote-part sera dès lors répartie en proportion de leur part respective dans la chose commune. Et au niveau du partage, le législateur a expressément prévu, donc ça c'est vraiment spécifique au droit des brevets, une interdiction de recourir au partage qui est prévu par l'article 815 du Code civil. Et donc, le seul moyen pour un copropriétaire de sortir d'une indivision en matière de brevet, ce sera de céder sa quote-part et ou de renoncer à sa quote-part au profit des autres. Le droit commun, dernière marche, dernier slide où je parle, ne craignez rien, Olivier est encore derrière moi, c'est le droit commun, donc c'est renonciation, chose commune, pas trop de surprise, évidemment on ne peut pas renoncer sans avoir l'accord de tous, hein, ce serait quand même pas cool. Et au niveau de la quote-part, c'est la même chose qu'en matière de droit des brevets, c'est pour tous les droits, possibilité d'abandonner sa quote-part au profit des autres. De nouveau, si ça nous bénéficie, par définition, on sera d'accord. Et pour le partage, alors là, c'est juste la dernière petite subtilité de ma présentation, c'est on va distinguer, en fait, selon qu'on est dans une indivision ordinaire ou volontaire. Pour ceux qui n'ont pas suivi, attention, je me permets de répéter ce qu'Olivier vous a expliqué. L'indivision ordinaire, c'est une indivision qui découle de la loi, c'est une indivision fortuite qui n'a pas été souhaitée par les copropriétaires, comme par exemple quand on hérite les héritiers d'Hergé, ils n'ont pas décidé d'hériter des droits de leur papa ou de je ne sais pas qui, je ne sais pas quels étaient leurs liens de parenté. Et donc là, comme c'est une copropriété qui n'a pas été souhaitée, qui n'a pas été décidée, eh bien, on considère qu'a priori, on peut demander la sortie d'indivision forcée, parce qu'on ne peut pas forcer des gens à rester dans une copropriété qu'ils n'ont pas souhaitée. Par contre, lorsqu'on est dans une indivision volontaire, donc c'est une indivision où on a décidé de déposer une marque à deux, on a décidé de déposer un brevet, on a décidé de collaborer et d'écrire un roman à deux, eh bien là, il y a une controverse. Controverse pourquoi? Parce que certains disent, si on a décidé, on aurait dû penser à tout. Et si on n'a pas expressément dit qu'on pouvait recourir au partage, eh bien, on devrait rester ensemble. On a décidé d'être ensemble, on n'a pas décidé de se séparer, donc on devrait rester ensemble. Il y en a d'autres qui disent, non, on ne peut quand même pas forcer des gens, même si ça résulte d'une copropriété volontaire. C'est une petite controverse qui a fait couler pas mal d'encre, mais qui va prendre fin avec l'entrée en vigueur de cette fameuse loi dont personne ne connaît la date, vu que je ne vous l'ai pas citée, mais qui rentrera en vigueur le 1er septembre de cette année, et où le législateur maintenant a expressément prévu qu'il n'y aura pas de sortie d'indivision forcée, donc pas de partage, quand on est dans le cadre d'une copropriété volontaire. Okay, donc soit ça doit être prévu dans le contrat, et si ce n'est pas prévu, on ne peut pas. Point.
Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra jamais sortir d'un contrat de copropriété si on n'a pas prévu le partage, mais ça veut juste dire, si on n'a pas prévu le partage, qu'on devra respecter les règles en matière de contrat à durée déterminée ou de contrat à durée indéterminée. Et dans ce deuxième cas d'espèce, alors on devra donner un préavis raisonnable avant de pouvoir mettre fin au contrat de copropriété. Voilà, donc j'en ai fini avec ma partie. Je repasse la parole à Olivier. Restez bien attachés parce que c'est complet, mais ça va assez vite, donc ne craignez rien. On va bientôt vous laisser partir. Merci beaucoup. Merci Sophie. J'en arrive maintenant donc à la dernière partie de la présentation qui concerne justement les manières de modaliser par le biais d'un contrat les droits et prérogatives des différents copropriétaires. Vous aurez compris à quel point c'est important vu la complexité du système juridique en l'absence de contrat et l'incertitude qui peut en résulter. Donc mieux vaut prévenir que guérir et fixer contractuellement à l'avance, enfin aussi vite que possible, quels seront les droits et obligations de chacun des copropriétaires. À quoi faut-il être attentif lorsqu'on rédige un règlement de copropriété ou un contrat de copropriété? Tout d'abord, le premier point qui vient à l'esprit, c'est bien entendu la détermination des quotes-parts de chacun. Si vous ne prévoyez rien dans le contrat, Sophie vous l'a signalé, les quotes-parts de chacun des copropriétaires seront présumées égales. Donc s'il y a deux copropriétaires, ils sont présumés détenir chacun 50% dans la copropriété. La détermination des quotes-parts est importante, vous l'aurez compris, pour plusieurs raisons. Non seulement parce qu'en cas de sortie d'indivision, en cas de partage, par exemple, lorsque le droit intellectuel en question présente une valeur économique, eh bien, les quotes-parts de chacun détermineront ce à quoi chacun aura droit. Même chose en cas de cession de licence de la chose commune, mais aussi l'obligation de chacun de contribuer aux charges qui, en principe, lorsqu'elle incombe à l'ensemble des copropriétaires, est aussi fonction des quotes-parts de chacun. Même chose en cas de renonciation de l'un des copropriétaires à sa quote-part. La quote-part à laquelle il est renoncé est redistribuée à l'ensemble des copropriétaires, mais en fonction et en proportion de la quote-part de chacun. D'où l'importance de déterminer la quote-part de chaque copropriétaire. Ensuite, il y a les différents droits ou les différentes prérogatives dont a parlé Sophie. Le droit d'exploiter personnellement l'œuvre dans son ensemble, l'œuvre ou l'invention, le droit d'octroyer des licences, notamment. Est-ce que chacun a le droit d'exploiter personnellement l'œuvre commune ou l'invention créée de manière commune? Est-ce qu'il a le droit d'octroyer des licences sur cette œuvre ou sur cette invention? Est-ce que lorsqu'il s'agit d'une œuvre divisible, je peux exploiter non seulement ma contribution dans l'œuvre commune, mon chapitre par exemple, que j'ai rédigé sans l'accord des autres copropriétaires, ou est-ce que je peux également me livrer à des exploitations de la chose commune elle-même, donc de l'œuvre dans son ensemble? Et si oui, à quelles conditions? Tout ça doit être précisé. Quels sont les revenus, quel est le sort des revenus qui seront générés par cette exploitation? Comment ces revenus seront-ils répartis? Est-ce que chacun peut garder les revenus de l'exploitation à laquelle il se livre, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une redistribution? Si oui, est-ce que c'est une redistribution proportionnelle ou est-ce que c'est une redistribution qui est fonction des quotes-parts de chacun dans la copropriété? Tout ça doit idéalement être fixé contractuellement. En matière de droit d'auteur, il faut également préciser quel sera le sort non seulement des droits patrimoniaux, droits de reproduction, droits de communication au public, droits de distribution d'ouvrages, d'exemplaires physiques de l'œuvre, mais aussi le sort des droits moraux. Il sera par exemple important de signaler que si l'un des copropriétaires se livre à l'exploitation personnelle de l'œuvre commune, il devra mentionner le nom de tous les co-auteurs de l'œuvre lors de l'exploitation. Qu'en est-il des possibilités de céder respectivement sa quote-part ou la chose commune? Bon, en principe, on ne prévoira jamais qu'un copropriétaire peut évidemment céder seul la chose commune ou les droits dans leur ensemble sans l'accord des autres. C'est quelque chose qu'on ne prévoira pas. On prévoira au contraire en général l'inverse, que la chose commune ou le droit intellectuel dans son ensemble ne peut pas être cédé à des tiers sans l'accord de tous les copropriétaires. Mais est-ce qu'un copropriétaire a le droit de céder
comme il l'entend, sa propre quote-part dans la copropriété. Ce qu'on prévoira généralement dans ce cas-là, c'est qu'effectivement chacun peut en disposer à sa guise, mais qu'il doit en informer préalablement les autres copropriétaires qui disposeront alors d'un droit de préemption, du droit de préférence, si vous voulez, pour acquérir la quote-part de celui qui souhaite céder la sienne. Qu'en est-il des mises en gage? Même chose, hein. Est-ce que chacun peut mettre en gage tout ou partie de la chose commune sans l'accord des autres? Si oui, est-ce qu'il doit en informer les autres préalablement? Est-ce que les autres disposent, oui ou non, du droit de s'opposer à la mise en gage d'une quote-part au sein de la copropriété? Ce sont toutes des choses qu'il est important de régler dans le contrat de copropriété. Les contributions aux charges, on en a parlé à suffisance. Qui est responsable de faire quoi pour protéger notamment le droit intellectuel, hein? Imaginez que vous avez développé une invention en commun. Qui va se charger de déposer les demandes de brevets qui sont nécessaires afin de protéger cette invention et qui va supporter les frais? Vous savez probablement, pour ceux qui sont dans le secteur des brevets, que faire protéger une invention par brevet peut être extrêmement coûteux. À qui incombe la responsabilité et les frais de la protection par brevet de l'invention? Il peut arriver que lorsque l'un des copropriétaires a mis à disposition l'ensemble de ses ressources et de son matériel, voire de son personnel pour développer l'invention, invention qui a été développée, le cas échéant, à plusieurs, qu'il dise à ce moment-là, moi j'ai déjà donné assez pour développer cette invention, c'est quelqu'un d'autre, maintenant c'est un autre copropriétaire qui va se charger exclusivement des frais de la protection par brevet de l'invention pour le compte de l'ensemble des copropriétaires. Mais donc il est important de savoir qui va devoir effectuer les démarches d'enregistrement et qui va devoir supporter les frais, et de prévoir également si ces frais incomberont à l'ensemble des copropriétaires, et si oui, selon quelle clé de répartition, ou le cas échéant, ce qui est tout à fait envisageable, ne seront pris en charge que par un copropriétaire bien déterminé. Les frais de maintien en vigueur du droit, qui va se charger de renouveler, par exemple, les marques, qui va se charger de payer les frais de maintien en vigueur, les taxes annuelles sur un brevet, par exemple, et est-ce que les frais pourront être répercutés à l'ensemble des copropriétaires, oui ou non? Qu'en est-il des actions en justice? On en a parlé, hein. Qui peut faire quelle action en justice sans l'accord des autres? Est-ce que vous pourrez faire une action en référé, une action en cessation, une action, une saisie d'inscription sans l'accord des autres copropriétaires, ou est-ce que toute action, quelle qu'elle soit, nécessitera toujours l'accord de tous les copropriétaires? Qu'en est-il des dommages et intérêts qui seraient alloués dans le cadre de ces actions en justice? Est-ce qu'ils seront redistribués à l'ensemble des copropriétaires, ou est-ce qu'ils profiteront à celui qui a intenté l'action uniquement? Quid des frais de défense, hein, et souvent les deux sont liés, bien entendu. Si un copropriétaire supporte seul les frais de défense à l'action en justice, généralement, il sera déterminé que les dommages et intérêts qui lui seraient alloués lui profiteront intégralement, mais on peut concevoir un tout autre régime si les copropriétaires le souhaitent. Et la sortie d'indivision, point extrêmement important, comme vous l'avez vu, parce que dans certains cas, il est extrêmement difficile, et nous en avons fait l'expérience dans quelques dossiers, de sortir d'une indivision. Il arrive très souvent que quand on débute une collaboration, on se dit que tout va bien, qu'on s'entend au mieux et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et puis à un certain moment, malheureusement, parfois, il arrive que certains conflits naissent suite ou dans le cadre de la collaboration, lorsque des droits de copropriété ont résulté de cette collaboration et que les copropriétaires souhaitent sortir de l'indivision, souhaitent ne plus rester copropriétaires. Comment cela peut-il être effectué et à quelles conditions? Quelles seront les modalités du partage de la chose commune? Dans ce cas-là, on décide de vendre la chose commune qui fait l'objet de la copropriété à un tiers et de se répartir le produit du partage, le produit de la vente, déterminer selon quelle modalité le produit de la vente sera rétribué. En principe, ce sera en fonction des quotes-parts de chacun, mais on peut concevoir un autre régime. Quelles seront les modalités selon lesquelles chaque copropriétaire pourra renoncer à sa quote-part au profit des autres?
Alors, je vais devoir écourter un petit peu la présentation, non pas parce que Sophie a revendiqué une grande partie des quotes-parts sur la copropriété de notre œuvre, mais simplement parce que j'arrive au bout du temps qui nous a été imparti, en ayant même déjà un petit peu dépassé. Vous trouverez dans la présentation que nous vous enverrons quelques modèles de clauses. Ces modèles de clauses en matière de contrat de copropriété, vous les retrouverez également dans un guide qui est disponible sur Internet en libre accès, guide publié par le SPF Économie, guide des contrats et des clauses contractuelles en matière de propriété intellectuelle. Donc vous retrouverez ces clauses. Voilà quelques exemples de clauses qui traitent notamment, pour le droit d'auteur en l'occurrence ici, du droit d'exploitation personnelle, premier paragraphe, hein, chacun pourra exploiter personnellement l'œuvre commune, à condition de ne pas porter préjudice aux droits des autres copropriétaires ou co-auteurs d'exploiter son œuvre commune. Qu'en est-il des droits d'adaptation, etc. Qu'en est-il aussi du droit ou de l'obligation, dans ce cas-ci, de mentionner le nom et la participation des différents co-auteurs à la création de l'œuvre? Est-ce qu'il y aura toujours une obligation de mentionner le nom de tous les co-auteurs lors de chaque exploitation personnelle par l'un des co-auteurs, ou est-ce que les différents copropriétaires renoncent à ce que leur nom soit mentionné à chaque exploitation personnelle de l'un ou l'autre des copropriétaires? Et lorsqu'il s'agit d'une œuvre divisible, est-ce que les co-auteurs pourront exploiter chacun leur contribution propre sans devoir à ce moment-là mentionner l'ensemble, le nom de l'ensemble des co-auteurs de la chose commune? Qu'en est-il des revenus générés par l'exploitation personnelle? On en a parlé. Est-ce qu'ils seront rétribués, redistribués à l'ensemble des copropriétaires, ou est-ce qu'ils reviendront uniquement à celui qui se livre à l'exploitation personnelle de l'œuvre commune en son nom? Les autres droits intellectuels, voilà une clause qui ne concerne donc pas le droit d'auteur en particulier, mais là, même chose, on rédige en fait une clause pour disposer qui aura le droit d'exploiter personnellement le droit intellectuel avec ou sans l'accord des autres et comment seront répartis les revenus. Qu'en est-il de la possibilité de céder la quote-part, hein? Voilà une clause qui prévoit par exemple que chaque co-auteur, on est ici en matière de droit d'auteur, mais on peut concevoir une clause similaire pour tout droit intellectuel, chaque co-auteur pourra céder sa quote-part sans l'accord des autres co-auteurs. Il devra toutefois informer les autres copropriétaires de cette cession, ainsi que de l'identité du cessionnaire. Hein. Il peut être important que les autres copropriétaires sachent à qui la quote-part va être vendue, on n'a peut-être pas envie qu'elle soit vendue à n'importe qui, au moins 45 jours avant que la cession envisagée ne devienne effective, et les autres copropriétaires jouiront à ce moment-là d'un droit de préférence pour acheter eux-mêmes la quote-part qui devrait être cédée. Contribution aux charges, on en a parlé, à qui incombera le paiement des taxes annuelles qui sont dues pour le maintien en vigueur des brevets, et comment seront remboursées ces taxes par les différents copropriétaires, le cas échéant. Maintien en vigueur des marques, qui sera responsable de renouveler les marques en temps utile? Qui sera la personne de contact auprès des offices de marque compétents pour recevoir toutes les notifications de ces offices et effectuer toutes les formalités auprès de cet office pour renouveler les différentes marques? Et à nouveau, qui sera chargé de supporter les frais de ces renouvellements ou d'en faire l'avance à charge de récupérer les frais à ce moment-là auprès des autres copropriétaires. Action en justice, hein, de nouveau, qui aura le droit d'intenter les actions en justice et quel type d'action en justice? Est-ce qu'il s'agit de tous les types d'actions en justice? Est-ce qu'il s'agit uniquement de certains types d'actions référées, par exemple, par opposition à une action au fond? Et à qui bénéficieront les dommages et intérêts qui seraient alloués dans le cadre de ces actions en justice et qui devra supporter les frais des actions en justice? Quid de la possibilité de faire supporter ces frais en justice par l'ensemble des copropriétaires, même lorsque un seul des copropriétaires décide d'intenter l'action? Enfin, dernière clause dont je ne saurais à suffisance souligner l'importance, c'est la
sortie d'indivision, à quelles conditions chaque copropriétaire pourra renoncer à sa quote-part dans la copropriété au profit des autres, et à quelles conditions les copropriétaires pourront demander le partage, sortie d'indivision qui implique à ce moment-là, en principe, une vente des droits, de l'ensemble des droits à un tiers et une répartition du profit de la vente au profit des copropriétaires. Très important de préciser que cette possibilité doit exister et préciser à quelles conditions elle doit exister.